Je suis Laurent Gauthier, consultant PLM chez Keonis, et donc je vais vous présenter les outils d'Assosystème qui vous permettent de capitaliser vos connaissances sur CATIA V5 et ainsi utiliser au mieux les possibilités qui vous sont fournies. Alors un petit rappel sur nos rendez-vous bimensuels. Nous organisons régulièrement des webinaires, à savoir à peu près 2 fois par mois, généralement les mardis, de 11h30 à midi, pour vous présenter des produits d'Assosystème sur les domaines de la simulation, du design et du système engineering. Alors, le prochain rendez-vous auront lieu en septembre à la rentrée sur un sujet qui n'est pas encore défini, mais vous pouvez consulter notre site internet keonix.com pour avoir toutes nos actualités en direct. Alors, voilà le programme de ce webinaire. Tout d'abord, nous allons définir un petit peu ce que l'on entend par knowledge dans CATIA. Nous verrons les outils qui abordent cette notion dans une configuration tout à fait classique, sans module spécifique. Ensuite, nous découvrirons les ateliers dédiés au knowledge, plus précisément. Nous parlerons aussi du développement spécifique, à savoir comment intégrer des macros dans ce knowledge ou à quoi elles peuvent nous servir. Et nous finirons par un petit temps de questions-réponses sur ces sujets-là. Alors, qu'est-ce que le knowledge dans CATIA? Donc, si on traduit littéralement, knowledge, on va parler de connaissances ou de savoir-faire. Et en l'occurrence, dans CATIA, ce serait la capacité de concevoir en tenant compte du savoir-faire que l'on va avoir dans une entreprise. Donc, des experts ou des gens qui ont déjà travaillé sur un sujet et qui veulent capitaliser, mais surtout formaliser cette expertise pour pouvoir la partager au reste des collaborateurs. Ça permet aussi effectivement de générer des standards qui correspondent à des normes, soit des normes internationales, soit des normes internes à l'entreprise, et de pouvoir respecter ces normes-là au plus juste. Ça peut être aussi tout simplement pour répondre aux exigences d'un client qui a besoin de respecter un certain formalisme dans la conception ou dans la représentation des fonctions dans l'arbre ou en 3D dans CATIA. Donc l'objectif, c'est vraiment de formaliser ça au travers d'outils, au travers de fonctionnalités dans CATIA, et de rendre, avec un certain niveau d'automatisme, ces fonctions accessibles à tout un chacun, permettant d'obtenir des bénéfices partagés. Alors pour améliorer et accélérer vos développements de produits, le knowledge va nous permettre de favoriser tout d'abord la réutilisation des bonnes pratiques. Si on encapsule ces bonnes pratiques dans des fonctions qui sont prévues à cet effet, effectivement, on va déjà ne pas réinventer à chaque fois la roue ou la poudre et faire bon entre guillemets du premier coup, mais aussi diminuer le temps que l'on va passer aux modifications. Parce que si on a dessiné quelque chose que tout le monde dessine de la même manière, en suivant les bonnes pratiques, effectivement, pour modifier quelque chose, étant donné qu'on l'a déjà modifié, qu'on sait déjà comment il est défini, on va pouvoir accéder plus rapidement aux bons paramètres ou savoir par quel biais prendre la fonction en question pour la modifier correctement. Alors c'est un gage de qualité aussi, puisque si on a réfléchi à ces bonnes pratiques, c'est bien souvent pour les avoir rendues vraiment efficaces. Et donc quand on les réutilise, forcément, on garde cette efficacité et cette qualité-là. Donc ça libère bien sûr du temps pour innover, mais aussi pour nous attacher à des fonctions peut-être plus spécifiques ou beaucoup plus pointues que l'on ne pourrait pas automatiser. Alors, une des finalités est aussi de transmettre ce savoir-faire au reste des collaborateurs et pas forcément garder cette expertise à un petit nombre. Donc, transmettre le même mode de fonctionnement pour ce qu'on disait tout à l'heure, modifier et créer les choses correctement.
mais aussi pour former plus rapidement de nouveaux collaborateurs ou du personnel qui pourrait être intégré dans un projet pour un temps très limité. Donc l'objectif, c'est de leur fournir des solutions clés en main pour rapidement se mettre dans la philosophie de conception de l'entreprise ou du projet et gagner du temps à leur mise en route. Alors bien sûr, les modifications du projet en cours sont facilitées, mais également quand on va reprendre des anciens projets qui ont été travaillés avec les mêmes outils, avec les mêmes méthodes, et là on va effectivement gagner du temps et garantir aussi une certaine répétabilité pour reproduire toujours les mêmes fonctions le plus efficacement possible. Alors voilà un petit panel des principaux modules qui vont nous permettre de capitaliser notre savoir-faire en commençant par la brique vraiment primaire que l'on va avoir. Alors cette brique-là, vous l'avez tout en bas à gauche, hein, c'est celle qu'on appelle COM dans Katia. Alors c'est une brique qu'on n'a même pas forcément en tête parce que c'est vraiment les fondamentaux de toute configuration Katia. Quand on fait de la conception mécanique standard, on va avoir accès à ces outils-là et on va voir que dans ce module-là, on a déjà beaucoup d'outils qui peuvent être intéressants pour partager ou améliorer la conception. Alors bien sûr, ensuite on a des modules dédiés, hein, on va retrouver KWA, un certain nombre de modules, pour arriver aux modules qui nous permettent de créer des règles vraiment plus générales pour traiter n'importe quel type de fonctionnalité, par exemple celui que vous avez tout en haut qui s'appelle KWE, qui est le Knowledge Expert, qui permettrait de créer des règles que doivent respecter, par exemple, tous les personnages d'une pièce. Donc, on peut créer des règles assez générales. Ça crée des standards, effectivement, qui peuvent être très sophistiqués. Mais là, on est vraiment sur le haut des produits concernant le knowledge. Alors, si on commence par le bas, par les outils que vous pouvez trouver dans les modules tout à fait basiques. Ça, c'est des fonctions qui souvent sont connues des utilisateurs. On sait que ça existe, on sait qu'on pourrait le faire, et puis finalement, on va pas faire l'effort de le faire. Quand on parle notamment des propriétés ou des paramètres, on va avoir la possibilité, par exemple, dans une propriété ou un paramètre, de créer simplement une information, de créer, je ne sais pas, un paramètre de température, de pression, ou le voltage, pourquoi pas, une tension, et faire passer une information avec la bonne unité. Donc c'est pas le tout de dire qu'on va avoir une température de 280 sans unité. Là, on va vraiment spécifier l'unité, est-ce que ce sont des degrés Kelvin, Celsius ou autre. Donc le but, c'est vraiment de faire passer l'information, d'avoir cette information dans l'arbre facilement accessible, mais avec la juste unité, donc sans source d'erreur possible. Alors les propriétés, c'est aussi la possibilité d'enrichir après des nomenclatures personnalisées, auquel cas vous pouvez effectivement voir apparaître ces propriétés. Si elles sont renseignées dans vos pièces, ensuite vous pouvez bien sûr les faire apparaître dans une nomenclature avancée. Les formules et équivalences, alors c'est des outils qu'on utilise souvent sur leurs formes les plus simples, en disant qu'une cote peut être pilotée par exemple par un autre paramètre, mais ce qu'on peut faire aussi par ces formules-là, c'est aussi créer des entités géométriques au travers d'une formule, sans pour autant les avoir créées dans l'arborescence. Alors je m'explique, si vous avez besoin de calculer l'intersection, par exemple, d'un axe, enfin l'intersection de deux plans pour créer un axe de révolution, et mesurer ou créer une rotation, on peut très bien, par une formule, créer cet axe-là en disant qu'on va utiliser la fonction intersection au travers de la formule. Donc pour l'utilisateur, on n'aura pas de courbe créée d'intersection, et donc pas d'erreur de suppression de cette courbe-là, par exemple, par un geste malencontreux, puisque c'est inclus dans la formule, donc encapsulé finalement dans la formule. Donc on ne pourra pas détruire cet élément-là qui est nécessaire à la rotation, par exemple, d'une forme. Donc on a des outils qui sont à notre disposition et qu'on utilise finalement assez peu souvent.
créer un centre de gravité, par exemple, ça peut très bien se faire par une formule, sans pour autant faire des mesures et créer des points que l'on va peut-être malencontreusement supprimer ou qu'un autre utilisateur pourrait supprimer. Les étapes de paramétrage nous permettent de créer des familles de pièces, alors principalement pour générer des catalogues qui, eux, vont, en résolvant cette famille de pièces, générer un grand nombre de pièces que l'on va pouvoir partager, donc avoir des pièces standards en grand nombre et partager ça sur un serveur pour que tout le monde puisse y avoir accès. Après, verrou, liens, commentaires, ce sont des outils auxquels il faut aussi penser quand vous voulez empêcher la modification d'un paramètre ou commenter une formule pour expliquer son contenu. Pardon. Un autre outil dont vous disposez quand vous êtes dans l'atelier par design, par exemple, par défaut, ou surfacique, c'est la copie optimisée. Alors cette copie optimisée, c'est une fonction spécifique qui permet de créer une macro-fonction au sein d'une pièce qui n'existe pas par défaut dans CATIA. Donc l'objectif, ce serait par exemple de définir un enlèvement de matière spécifique par sa forme, par son nom, sa couleur, pourquoi pas en intégrant des règles de knowledge créées dans un autre atelier pour pouvoir réutiliser exactement cette opération-là comme elle a été définie, où vous le souhaitez, dans la pièce que vous souhaitez. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir répéter X fois la même opération dans la même pièce. Donc là, on va gagner du temps, parce que plutôt que de faire des copier-coller et puis de modifier, on va directement réinstancier cette opération. Ça peut être tout simplement pour reproduire exactement la même fonctionnalité quoi qu'il arrive. Donc sur n'importe quelle pièce, on est sûr qu'en utilisant cette fonction-là, on va avoir toujours la même forme avec le même historique et les mêmes caractéristiques. Et puis réutiliser le savoir-faire. Si quelqu'un s'est penché sur cette fonction-là pour la rendre vraiment intéressante, il suffira de sélectionner, je sais pas, un point par exemple et une face pour aller positionner ce nouvel enlèvement de matière à cet endroit-là, accroché sur ce point-là. Ça, si vous modifiez le point en question, vous modifierez la position, par exemple, de cet enlèvement de matière. Alors, une fois positionnée, cette copie optimisée est totalement accessible. C'est-à-dire qu'on peut remodifier l'intégralité des fonctions que l'on vient d'intégrer avec cette copie optimisée. C'est l'intérêt, si vraiment il faut modifier, sortir un petit peu de ce cadre d'une fonction prédéfinie, on peut tout à fait en sortir et puis l'adapter aux besoins. Alors, tous ces petits outils de formules, les copies optimisées, les paramètres, tous ces outils-là peuvent apporter des solutions à condition de bien les connaître et de savoir les utiliser. Et bien souvent, ça passe par une méthodologie de travail et pour pouvoir vraiment utiliser à plein les possibilités d'une formule. Quand on cherche un petit peu en créant des formules, on peut vraiment faire des choses intéressantes. Malheureusement, on connaît qu'une faible partie de ces possibilités, bien souvent. Donc la notion de squelette ou de publication, c'est des notions dont on entend parler ou qu'on utilise peut-être à petite échelle, mais qui, vraiment poussées dans leur retranchement, peuvent vraiment apporter un plus à votre conception. Si on prend comme exemple la publication, ça permet par défaut de pouvoir interchanger deux pièces très facilement dans un assemblage sans perdre aucun lien, que ce soit des contraintes ou des liens contextuels. Mais ça permet aussi de limiter ou du moins contrôler les liens que l'on va créer entre nos pièces. Donc ça peut être intéressant aussi pour pas créer des liens dans tous les sens si jamais on a décidé de créer des liens. Et puis la dernière chose, c'est que ça peut tout simplement favoriser l'accès très rapide à une géométrie, puisque dans l'arbre, on a une branche dédiée pour cet objet-là, avec un nom spécifique. Et donc pour pouvoir positionner notre pièce, par exemple, dans un assemblage, ou pour pouvoir sélectionner X fois cette géométrie, parce qu'on en a besoin très souvent, ça va être très pratique d'accès, puisque on l'aura depuis l'arborescence. Alors, quelques exemples illustrant ce que je viens de vous dire. Là, vous avez un exemple d'un client chez qui on a réalisé du mobilier dans l'aéronautique.
Donc là, l'objectif, c'est vraiment de partir sur un squelette. C'est l'image du haut que vous voyez, hein, avec des plans, des repères. Et cette méthodologie-là permet, en changeant un plan, d'adapter tout ce qui s'était appuyé dessus. C'est pas seulement la hauteur d'une tablette, mais ça va être aussi les découpes qui permettent de soutenir la tablette, et puis les découpes des pièces qui relimitent cette tablette-là, etc. Donc l'objectif, c'est de faire des modifications très rapidement, mais des modifications qui restent intelligentes. C'est-à-dire qu'on va modifier une forme pour au final modifier X géométrie. Donc chez eux, on a aussi géré des fonctionnalités Tenon-Mortaise, hein, pour pouvoir avoir les découpes et les fixations associées qui soient toujours synchrones. Si on déplace une découpe, qu'on ait les fixations toujours mises à jour. Avec bien sûr des règles internes qui leur correspondaient, hein. On a mis en place ça chez eux. Alors après, c'est difficile de chiffrer un gain, hein, mais chez eux, en temps d'études, ça a considérablement diminué leur temps d'études, puisqu'on en partant d'un modèle existant, puisqu'on travaille sur des systèmes qui sont assez récurrents, on arrive à reproduire, hein, ce qu'on a fait sur un meuble, le meuble voisin très rapidement. Un autre exemple ici, pour illustrer le fait qu'on puisse créer des templates unitaires. Donc là, le but, hein, c'était de répéter une forme suivant une courbe un petit peu spécifique, et elle utilisait aussi des équations mathématiques. Alors, bon, qui n'allait pas beaucoup plus loin que le sinus ou le cosinus, mais malgré tout, pour tracer une forme comme ça, si on n'a pas de formule ou qu'on ne sait pas se servir des formules correctement, on peut passer beaucoup de temps à tracer une forme équivalente et qui sera peut-être pas aussi régulière que ce que l'on cherchait. Donc là, pour tracer une forme, une fois qu'on a tracé une, bon, sans aucun outil, on peut y passer plusieurs heures. Avec l'outil qui est prédéfini pour ce type de forme-là, on va avoir effectivement des temps qui se réduisent considérablement. Un peu dans le même esprit, hein, pour un soufflet, par exemple, hein, on peut très bien imaginer avoir besoin de tracer le soufflet selon une courbe déterminée, avec des règles mathématiques précises. Et là, l'objectif, c'était aussi de vérifier la longueur une fois développée de ce soufflet-là, une fois à l'état libre, pour savoir ce que l'on pouvait attendre du soufflet en fonction du nombre de soufflets que l'on voulait avoir. Un dernier petit exemple qui permet d'illustrer la taille des modèles. On peut avoir des modèles qui sont très imposants, que l'on va rendre génériques en paramétrant ça correctement, hein, avec des publications, etc. Et le jour où on a besoin de réappliquer pour une autre géométrie, parce que le client nous amène une autre géométrie à traiter sur un même type d'outillage, on va gagner énormément de temps à la création d'un nouvel outillage en partant de l'existant, et puis à la modification, puisqu'ils seront conçus sur le même type de logique. Alors parlons un petit peu des modules plus spécifiques. Donc KWA pour Knowledge Advisor, KWE pour Knowledge Expert, PKT qui est le Product Knowledge Template, et PEO, le Product Engineering Optimizer. Ce 4 modules. Alors dans le premier, donc KWA, vous allez pouvoir créer des règles métiers. Alors ces règles, elles sont très intéressantes pour compléter les formules. En gros, dans une règle, on va choisir des conditions. Donc si on est dans une certaine condition, alors on va utiliser telle règle. Si on est dans une autre condition, on va utiliser une autre règle. On pourrait se dire que si, par exemple, le matériau est de type acier, on va appliquer telle épaisseur à la tôle. Si le matériau est de type aluminium, par exemple, on va changer par défaut l'épaisseur ou la liste des épaisseurs disponibles, par exemple, pour l'utilisateur. Donc le but, c'est de capitaliser sur des règles qui sont des règles internes et que l'on veut formaliser pour faciliter la création et les modifications de nos pièces. On peut également créer des vérifications qui permettent d'informer cette fois-ci l'utilisateur que l'on serait sorti d'un standard. Si vous mettez une masse critique sur une pièce en disant que cette pièce-là ne doit jamais dépasser 1 kg, on va pouvoir mettre une vérification, mais sur plein d'autres choses, hein, pour avoir un message ou simplement une alerte dans l'arbre pour nous dire qu'attention, on a franchi un cap et qu'on a enfreint une vérification ou une règle interne à l'entreprise. On peut aller encore plus loin et cette fois-ci créer des réactions
pour déclencher, suite à un événement donné, alors ça peut être la mise à jour ou la modification d'un paramètre, pour déclencher une action spécifique. Si vous changez, je sais pas, le diamètre d'un trou, vous pouvez déclencher une opération, voire pourquoi pas des macros. Si vous avez la possibilité de développer ou de faire développer des macros. L'atelier Knowledge Expert va un cran plus loin parce que lui, il va aussi créer des règles et des vérifications, mais cette fois-ci sur une classe particulière de composants. C'est-à-dire qu'on pourrait l'appliquer à tous les perçages. Si vous dites que tous les perçages, vous appliquez une règle et que tous les perçages qui sont taraudés doivent être représentés en bleu, par défaut, cette règle-là va s'appliquer sur la pièce dans laquelle vous l'avez installée. Ça permet aussi de créer des jeux de règles, c'est-à-dire structurer vos règles, vos vérifications pour organiser votre arbre et le rendre totalement lisible. Ça permet aussi de générer des rapports pour avoir les rapports des vérifications exécutées à des formats comme le HTML, XML ou TXT pour ensuite intégrer ça, pourquoi pas, dans un rapport plus complet. L'atelier PKT, alors lui, il va un cran plus loin aussi par rapport à l'atelier de base, donc pour créer des gabarits notamment. Et les gabarits, bon, c'est un peu comme une copie optimisée, sauf que le créateur du gabarit va décider quels sont les paramètres qui sont modifiables ou pas. Je vous disais, pour la copie optimisée, tout est modifiable. Pour un gabarit, c'est en fonction de ce qu'a décidé le créateur du gabarit. Et puis, on peut dépasser le cadre d'une pièce et carrément créer une pièce complète ou un sous-ensemble complet en utilisant le même principe. Si vous donnez, je ne sais pas, 2 axes par exemple pour créer une chaîne, une chaîne qui connecterait deux pignons par exemple, on pourrait donner les 2 axes de la chaîne, des pignons, les diamètres en conséquence, et demander à Katia de générer la chaîne complète avec le bon nombre de maillons, les bonnes tailles, etc. Donc là, on crée carrément une pièce de zéro, mais prédéfinie selon un standard. Le dernier, qui est un petit peu moins souvent utilisé, PO, lui nous permet de créer des optimisations et des plans d'expérience. Alors l'optimisation, le but, c'est de faire varier des paramètres pour atteindre un objectif. On va itérer X fois, le système va itérer pour atteindre un objectif. Ça pourrait être par exemple, ce que je vous ai mis en exemple ici, trouver la plus grande valeur d'un diamètre pour un trou en fonction des résultats d'un calcul. Donc on fait un calcul et puis on demande à Katia de modifier la pièce, de relancer le calcul en fonction des résultats, de voir si on n'est pas allé trop loin dans la valeur ou si on peut encore aller plus loin, et d'optimiser ainsi la valeur du diamètre pour diminuer par exemple la masse finale de la pièce, tout en respectant des contraintes éléments finis acceptables. Alors les plans d'expérience, eux, ils permettent d'influer, enfin de trouver les paramètres influents sur notre conception, sur des conceptions un petit peu compliquées, on ne sait pas trop si effectivement en combinant 2 ou 3 paramètres différents, on finit pas par aggraver ce qu'on avait au départ. Ça permet de mettre en lumière quels sont les paramètres les plus vraiment influents. Quand vous modifiez une longueur, une épaisseur ou un diamètre, est-ce que ça a vraiment un gros impact sur les contraintes, par exemple, pourquoi pas. Alors, quelques exemples ici. Dans ce premier exemple, vous avez un exemple de règles de vérification. L'objectif, c'était pas d'automatiser totalement la pièce, mais d'être capable de vérifier tout un tas de points très, très techniques. Donc vérifier des surfaces, vérifier des surfaces de contact, vérifier des longueurs d'engagement, etc., du talonnage. Et l'objectif, c'est de modifier la pièce et puis d'avoir un outil qui vérifie en permanence le bon fonctionnement de la pièce finie. Donc on ne peut pas rentrer n'importe quelle valeur dans cette pièce-là, ou en tout cas, on saura qu'on a enfreint 1 ou 2 règles et ces vérifications nous permettent de savoir lesquelles. Ici, on a utilisé des assemblages génériques qui nous permettent de reproduire à l'identique une sauterelle ou un comparateur et de l'adapter à la géométrie sur laquelle on l'a posé. Donc on vient positionner le comparateur et automatiquement on va le dimensionner, il pourra être paramétré et on va pouvoir régler des angles, des longueurs et l'adapter à la géométrie à l'endroit où on vient la poser. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a une bibliothèque comme ça de composants, il suffit de les positionner et puis en fonction de l'outillage,
on aura des outils spécifiques. Un autre exemple pour retrouver à partir d'une forme complexe des formes plus simples, des formes dépliées par exemple, hein, ça peut être un joint par exemple qu'on a dessiné en forme et qu'on veut retrouver à plat. Alors il y a tout un tas de règles pour essayer de décomposer ça, mais si le joint est fait en fonction de certains critères, on va pouvoir très facilement reproduire l'équivalent en forme libre, hein, celui qu'on va retrouver sans courbure. Dernier exemple, là vraiment très compliqué, on a passé énormément de temps chez ce client-là pour définir il y a plus de 200 règles métiers hein, sur ce type de pièce-là. Donc vraiment, l'objectif était de chercher une géométrie très robuste. Quelles que soient les modifications, il fallait que la pièce respecte toutes les règles en question. Donc, à la création maintenant d'une pièce-là, les gains sont phénoménaux. Alors, c'est de l'investissement en temps, hein, bien sûr, mais chez ce client-là, c'était un besoin très récurrent et l'investissement, enfin le retour sur l'investissement a été très rapide. Alors, si ces outils ne suffisent pas ou pour compléter ces outils-là, on peut se tourner vers du développement de macros. Donc, à l'intérieur d'une réaction, par exemple, ou pour créer une interface utilisateur qui facilite la saisie de certains paramètres, ou pour automatiser un grand nombre de tâches, on va utiliser on est capable de développer des macros dans Katia. Alors, il y a 3 niveaux de macros, hein, le niveau CatScript, qui est un langage très simple, type texte, le niveau VBA, qui vous permet de créer des interfaces graphiques plus élaborées, et le niveau CAA, qui permet d'avoir un accès vraiment au noyau de Katia, mais là, vous avez besoin d'une licence spécifique et d'une compilation du code sous une version donnée de Katia. Donc, c'est un niveau un petit peu plus sophistiqué. Un petit exemple d'une forme qu'on a dû créer en partie avec des macros. Là, l'objectif, c'était de dessiner la forme usinée finale. Donc, dans certaines zones, c'était impossible à dessiner vraiment manuellement. Donc, il fallait reprendre les choses pas à pas. Et par une macro, on a pu automatiser certaines zones complexes pour générer la véritable forme usinée sur la pièce. Dernier petit exemple, ici, dans ce projet-là, l'objectif était de dessiner des plans de manière automatique. Alors, dessiner un plan, c'est pas très compliqué, sauf que dans ce cas-là, on avait un formalisme très particulier pour le plan, avec une nomenclature qui détaillait à chaque fois, c'était des petits supports hein, dans le monde du nucléaire, et ces supports-là, l'objectif, hein, c'était de créer systématiquement le même formalisme de plan en situant le support dans le bâtiment, en représentant le support toujours sur les mêmes orientations de vue. Et le problème, c'est qu'on avait plus de 1500 supports à mettre en plan. Donc là, on est passé par des copies optimisées notamment pour créer des supports tout à fait standards, donc en choisissant des profilés, des goussets, etc., catalogués. Et ensuite, une fois qu'on a eu créé ces pièces-là, on a pu extraire toutes les informations de ces pièces-là par une macro, parce qu'elles étaient toutes créées de la même manière, avec la même philosophie. Donc pour remplir des nomenclatures très détaillées, avec des paramètres très précis, ou pour renseigner le plan avec de la cotation notamment automatique. Alors pour conclure, l'objectif du knowledge, c'est souvent perdre du temps pour en gagner. Donc on arrive toujours à atteindre un objectif, hein, mais vraiment, ce qui est important, c'est d'essayer de prendre le temps d'y arriver. Donc, ça demande de l'investissement, en temps notamment, mais bien souvent, le retour sur cet investissement est très rapide. Alors, c'est vrai qu'il faut prendre le temps, et puis il faut réunir les bonnes personnes pour avoir les bonnes informations. Mais bon, nous, on a déjà accompagné énormément de clients dans cette démarche-là. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous demandez si chez vous, on pourrait pas gagner du temps ou par quel biais on pourrait améliorer les choses dans vos conceptions, on se tient à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Alors, j'en ai fini pour ma présentation. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Vous avez un petit espace hein, dans la zone plutôt en bas de votre écran pour poser d'éventuelles questions.
Alors j'ai une question sur les modules. C'est vrai qu'au départ, je vous ai présenté tout un tas de modules. Euh, Vous avez certains modules comme le module PKT par exemple, qui est un module qui commence à être déjà un petit peu sophistiqué. Vous avez besoin d'une licence pour créer les modèles. Par exemple, vous voulez créer un modèle intelligent, la chaîne dont je vous parlais tout à l'heure, hein, vous vouliez créer un modèle de chaîne pour pouvoir l'adapter systématiquement. Alors c'est vrai que vous avez besoin d'une licence pour créer ce type de catalogue-là. Et on a aussi besoin d'une licence alors, beaucoup plus légère pour pouvoir réutiliser et se servir de ce catalogue-là et instancier les formes que vous voulez dans l'assemblage. Alors parfois, cette deuxième licence est intégrée dans la configuration que vous utilisez de Katia. Et puis parfois, c'est une licence qu'il faut effectivement rajouter. J'espère avoir compris votre question. Alors, est-ce que j'ai une question? Oui. J'ai du mal à la voir parce que c'est tout petit. Alors, les macros seront-elles portables vers 3D Experience? euh, Alors, je vous dirais que oui, on a déjà fait ça pour certains clients qui ont basculé en 3D Experience. Euh, Grosso modo, hein, la structure de données a quand même bien changé entre ne serait-ce que Katia V5 et Katia V6. Hein, on a une structure de données qui est complètement différente. Si vous avez déjà eu ou si vous avez déjà travaillé avec 3D Experience et la V6, vous avez dû vous en rendre compte. Donc il y a une adaptation hein, très certainement à prévoir de la macro, mais voilà, la structure reste la même. On parle toujours d'assemblage, on parle toujours de pièces. Après, faut redéclarer les choses un petit peu différemment, mais ça se fait relativement simplement. Tout dépend après de la taille, bien sûr, de la macro et du développement que vous avez pu mettre en place. Je vous en prie. Je pense qu'on a fait le tour. Alors n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous savez qu'on a des agences un petit peu de partout en France. Donc n'hésitez pas à revenir vers votre point commercial plus proche et puis à consulter aussi notre site internet pour avoir les prochains sujets de webinaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Merci beaucoup.